justement, alors je me demande, mais quel est le lien entre cet état d'être inspiré et la naissance de vitalité noétique chez l'autre? Alors c'est vrai que je n'ai pas du tout abordé la question pédagogique, non, entre guillemets pédagogique, de la maïeutique socratique. Mais la figure de Socrate n'est pas une, vous l'avez compris, elle est plurielle. Et je me suis attachée, en raison du thème choisi aujourd'hui, plus sur la figure du Socrate poète, suis-je poète, pourquoi suis-je le plus savant, etc. Donc l'enquête chez les poètes, pour savoir s'il est poète, et le Socrate de la fin de sa vie, dans la prison, où Apollon, un songe, lui révèle qu'il faut qu'il écrive, effectivement, à la fois de la poésie et de la musique. Donc entre les deux, il y a le Socrate pédagogue, au sens fort du mot, c'est-à-dire le maïeute. Bon. Le maïeute dit, moi je pense au passage du Phèdre sur la maïeutique, à la fin du Phèdre, le maïeute dit qu'il ne sait rien. Bon. Qu'il ne sait rien, comme le poète ne sait rien, mais reçoit un don. Donc moi je le verrai là le lien. Il enseigne les âmes, comme la sage-femme transforme les corps, agit sur les corps, il agit sur les âmes, mais en ne donnant pas un contenu extérieur. Bon. Donc on est quand même dans un régime d'intériorité retrouvée, dans l'altérité, c'est-à-dire chez celui qui subit positivement les effets de la maïeutique. Il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui la subissent positivement et qui petit à petit deviendront effectivement à la fois des chaînons dans la chaîne de la transmission de la vérité, et il y a ceux qui, devant cette souffrance-là, capitulent. Bon, le texte est très clair là-dessus. Mais je crois que ça n'est pas une opposition de figures qu'il faut faire, c'est une complémentarité des figures socratiques. Le maïeute est aussi inspiré, parce que tout le monde sait, et vous particulièrement parce que vous êtes en exercice concret, que pour enseigner, quelle que soit la discipline, je crois, il faut tout un travail d'éveil des consciences qui nous déborde infiniment. Je veux dire, notre enseignement dépend du public auquel nous nous adressons, et c'est un double bind constant, pardon pour l'anglais, pour moi ça change du grec, mais c'est quand même très vrai. Alors je ne dis pas qu'on est désinspiré à chaque fois qu'on fait un cours, ce serait bien, mais ce n'est pas le cas toujours, mais sans aller jusqu'à ce sommet, on sait tous qu'en enseignant, on est transformé aussi. Vous voyez? Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je l'entends comme s'il y avait 3 Socrates, 4 Socrates. C'est des figures de Socrate, mais qui ne sont pas antithétiques nécessairement, qui sont plutôt complémentaires. Oui. À ce moment-là, dans le Phaédon, Platon pose pour la première fois son archétype d'idée universelle qui existe en soi, qui lui permettrait de conceptualiser le divin en démythifiant le dieu de la religion grecque. Est-ce qu'on peut dire qu'il se sert de la figure de Socrate justement pour justifier le terme du dialogue où il pose l'idée... Oui, il n'y a pas que... Vous parlez quoi du Phaédon? Oui. Vous voyez la République également. Dans la République, il donne tous les attributs du divin qui sont l'unicité, donc iront avec le polythéisme, parce que dire que Dieu est unique et un, simple, beau, bon, etc. On a les attributs du divin qui sont repris, je ne sais plus qui me parlait tout à l'heure et qui... qui seront repris dans toute la chaîne de la culture occidentale, Moyen-Âge y compris, si vous voulez, sur les attributs essentiels du divin. Bon. Alors, votre question, il y a toujours 2 questions dans une chez vous, voire 3 questions dans une. Vous vous demandez si Socrate est à la source. Ça, je le pense vraiment, parce que Socrate a fait comme travail, un travail complètement cathartique, c'est-à-dire de purification, sa vie durant. Je ne dis pas qu'il a enseigné qui était Dieu, c'est pas vrai. Mais il a préparé les consciences, dont celle du jeune Platon. Il a préparé la conscience du jeune Platon à ce désencombrement de ce qu'on appelle la kénose socratique, à une kénose qui est se désencombrer des vieilles conceptions du divin, c'est-à-dire à sortir du champ simplement de la mythologie polythéiste du temps. Donc oui, moi je réponds à plein et à 100%, c'est rare chez moi, qu'il y a la souche socratique dans le discours platonicien du
fait donc de la République est absolument réel. Vous voyez? Et donc il y a un lien entre l'inspiration et la contemplation. Oui, absolument. J'avais pas comme exposé la contemplation, mais j'aurais bien aimé aussi, mais bon. Oui, oui. Surtout dans le fait où Socrate est inspiré par la musique, donc créer poésie, alors qu'à la fin on a l'idée en soi, donc ça serait un mode de connaissance plutôt artistique que démonstratif au sens aristotélique. Oui, c'est-à-dire que j'ai parlé un peu de ça, je crois, d'un moment, sur le lien entre inspiration et démonstration. C'est-à-dire, ce ne sont pas des figures antithétiques, là non plus. Il y a une propédeutique, si vous voulez. Ça va de l'une à l'autre et de l'autre à l'une, suivant les séquences de l'œuvre platonicienne, et qui est de plus en plus difficile. Mais ce que j'ai pas lu dans mon exposé, parce que moi j'ai passé comme Élodie, j'ai tout coupé, ou à peu près dans la dernière partie, mais... c'est le professionnalisme. C'est le professionnalisme, je suis habitué à couper. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais je crois moins à ce que je dis que vous. Donc c'est différent. Je crois moins à ce que je dis. J'ai coupé ça, et ça je le démontrerai bien volontiers, si vous voulez, qu'il n'y a pas de hiatus entre l'inspiration et la démonstration, que l'une appelle l'autre, etc. Qu'on va de l'une à l'autre constamment. Et j'ai vérifié ça dans les lois. Et dans les lois, j'ai trouvé un passage intéressant où toute la thèse de l'inspiration est la même. Or, les lois, c'est l'œuvre achevée de Platon, la dernière, enfin, vraisemblablement la dernière, l'épinomis étant peut-être de Platon, on n'en est pas sûr, enfin, mettons, peu importe le débat. Mais il a toujours cette thèse du poète inspiré. Et c'est pas pour rien qu'il nous dirige vers le ciel, vers la contemplation du ciel, vers les astres qui sont les dieux visibles, qui préparent à la vision du Dieu intelligible. Donc Platon, contrairement à des idées reçues que je n'ai jamais partagées, n'est pas un philosophe des coupures, vous voyez, mais un philosophe des liens. Mais les liens sont ténus, les liens sont subtils, les liens sont difficiles. Le Platon du Parménide, le Platon du sophiste, le Platon des lois ne sont pas des Platons faciles. Vous voyez? Donc oui, il y a un lien entre inspiration, je vous remercie de cette question. Alors une dernière question. Je suis trop long, arrêtez-moi. Oui. Alors, d'abord, merci infiniment pour vos interventions qui m'ont donné beaucoup à penser et continueront de me donner à penser. Je suis très interpellée par le savoir poétique, la nature du savoir poétique. Qu'est-ce que c'est que ce savoir dont dispose le poète ? Alors, est-ce que c'est un savoir passif? Est-il le réceptacle? Et on voit ça un petit peu chez Hölderlin dans ses lettres. Dans les lettres, on voit bien qu'il est l'esclave de la poésie. Quand il écrit à sa mère, il ne peut pas, il reçoit et il compose. Pourtant, dans l'Histoire, qui est un fleuve, il parle du poète philosophe, donc le poète est aussi philosophe, qui interprète les signes envoyés par les dieux. Donc là, il y a de l'activité. Alors, par ailleurs, je me tourne un petit peu vers la littérature des camps, j'ai beaucoup travaillé sur notamment les poèmes de Grunewald. Est-ce qu'on a affaire au même type de savoir, de la grâce? Est-ce que, dans la mesure où il y a une poésie de la résistance, on peut dire encore que le poète soit passif, réceptacle? Comment penser ce savoir? C'est une très grande question. Est-ce qu'on a le droit de répondre toutes les deux? Oui. Consulter. Oui, rapidement. Je peux faire rapidement vu la conférence d'après. La question que vous posez via Hölderlin, je l'ai posée via Platon et Nietzsche, c'est-à-dire le problème, enfin ça je l'ai développé je crois, passivité ou activité ou les deux. Donc quand vous dites savoir poétique, je ne sais pas si je dirais savoir moi, mais bon, quelque chose de cet ordre-là mettons, elle est les deux, elle n'est pas ou passive ou active. On le sait tous, quand on écrit un petit peu, on sait tous que très souvent on écrit quelque chose qu'on ne voulait pas écrire. Ça m'arrive, même dans une dissertation de concours. On se dit au départ, tiens, je vais faire tel plan, et l'écriture nous entraîne. Alors je ne dis pas qu'on est des grands inspirés quand on passe le concours, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, où à la fois on est passif, et actif. Et on est débordé et on est passif. Pourquoi? Parce qu'on est débordé précisément par cette activité d'écriture.
Vous voyez? Donc, il y a passivité, activité, passivité. C'est un cercle assez extraordinaire. Alors, je réponds en philosophe au deuxième membre, mais qui ne sera pas nécessairement votre réponse. Hein, vous ne croyez pas engagé d'aucune façon. Quand vous parlez de la poésie des camps, là, je crois que c'est posé à la fois la même chose et une autre question. C'est-à-dire, on est dans un champ politique. Donc, aussi, donc, ici. Donc, on a, si vous voulez, un télos qui est très différent du télos de la poésie, enfin, d'une poésie hors drame, hors tragique, etc. Donc, enfin, moi, ce serait ma réponse, c'est-à-dire que cette poésie-là, l'activité qu'elle a une finalité qui la déborde aussi de part en part, qui est sensibilisée, qui est de dire, qui est de révéler, etc., les choses que les gens qu'on ne connaît pas. Donc, il y a une finalité politique, donc active, effectivement, une mission politique. Est-ce que c'est encore de la pure poésie? Moi, je ne sais pas répondre. Voilà, donc c'est dit, c'est une idée là-dessus. Oui, parce que c'est une vraie question. Attends, elle n'a pas pu répondre. Non, mais malheureusement, je ne vais pas faire avancer les choses. Mais c'est une question difficile. C'est une question très difficile. Mais Tilly Soum, elle souhaiterait être poétesse, mais elle le dit, elle exprime. Elle le dit, elle exprime. Il y a toute une quête du style chez elle et des passages du début à la fin, des passages où elle passe son temps à écrire comment elle aimerait pouvoir écrire. Des passages magnifiques où elle recherche la simplicité, le dépouillement, où elle voudrait écrire comme son modèle, c'est les estampes japonaises. Elle voudrait parvenir dans son style à la simplicité des haïkus. Comment? Il faut lire Roland Barthes. Ouais. Il y a une volonté là. Dans ce que vous dites, il y a une volonté. Elle se voit un peu comme un artisan, parce qu'elle parle aussi elle imagine son atelier, d'un atelier de poète. Elle dit il faudrait un poète pour vivre dans ce camp, et oui, même cette vie-là, il faudrait pouvoir être poète. Malheureusement, je ne le suis pas. Mais au fur et à mesure du journal, pour moi, elle est poétesse. Ah oui, parce qu'au début, c'est peut-être un peu... elle se cherche, mais surtout dans les lettres à Westerbork, il y a plein de lettres que moi, je considère comme des poèmes en prose. Bien sûr. Des poèmes en prose. Attendez, alors il y avait la question...